Comme par hasard, je vais vous reparler de dendromicrohabitat, mais ce coup-ci, on va s'intéresser aux facteurs clés pour leur présence dans les écosystèmes forestiers, à l'impact de la gestion courante et également à quelques éléments de biodiversité associés. Alors, ma communication essaiera de répondre au moins, très partiellement, mais au moins à 3 questions. Qu'observe-t-on en forêt subnaturelle, puis en forêt exploitée? Et enfin, quelle relation a-t-on observé entre dendromicrohabitat et biodiversité? On verra à plusieurs échelles. Pour chacune des questions, j'essaierai de vous livrer les principaux résultats, un tri en tout cas, issus de la littérature internationale, et puis j'illustrerai avec nos travaux chacun de ces résultats-là. Et pour simplifier les parties matérielles et méthodes, pour ne pas vous encombrer avec ça, en bas à droite de chaque illustration, vous aurez un bref résumé du contexte dans lequel je vous livre ces résultats. Première question, donc, qu'observe-t-on en forêt subnaturelle? Alors, les feuillus portent plus fréquemment des dendromicrohabitats que des résineux. Ce qu'on a observé dans les haies sapinières, par exemple, c'est que quasiment environ 70% des hêtres et des autres espèces feuillues présentes dans ces haies sapinières portent des dendromicrohabitats, alors que le sapin n'en porte qu'à 18, avec une fréquence de 18%. Ceci étant dit, il y a une réelle complémentarité entre le résineux et les feuillus, parce que, par exemple, les coulées de sève sont principalement portées par le sapin pectiné dans ces forêts. Plus un arbre est gros, plus il porte fréquemment un dendromicrohabitat. Alors, pour comprendre cette figure, sur l'axe des abscisses, vous avez le diamètre croissant avec les différentes catégories commerciales qu'on utilise couramment en foresterie, c'est-à-dire les très petits arbres jusqu'au TGB, les très gros arbres, et puis les très très gros arbres, au-delà de 90 cm de la classe 90 pour les feuillus et de 100 de diamètre pour les résineux. En vert, vous avez la population observée par classe de diamètre, donc la répartition des arbres en fonction de ces classes de diamètre. En rouge, vous avez donc la courbe seulement des arbres porteurs de microhabitats, et la courbe en bleu représente le pourcentage d'arbres porteurs de microhabitats pour chacune des catégories de diamètre. Et donc on voit bien que plus les arbres sont gros, plus ce pourcentage augmente, et du coup, les très très gros arbres qui sont sur le terrain assez peu représentés participent très activement à l'offre globale en dendromicrohabitat. Ces courbes d'accumulation représentent en fait, je vais le dire comme ça, la loi d'apparition des types, ce coup-ci, pas du nombre de dendromicrohabitats, mais des types de dendromicrohabitats, quand on tire au hasard des arbres dans chacune des catégories de diamètre. Et là, on s'aperçoit de 2 choses, aussi bien pour le hêtre et pour le sapin, c'est que plus les arbres sont gros, moins il faut en tirer pour pouvoir observer plusieurs types différents de microhabitats, et seuls les très gros arbres et les très très gros arbres, et en particulier pour le sapin, portent l'ensemble des types de microhabitats que nous avons étudiés. Alors, vous m'entendez parler de grosseur, et puis dans certaines publications, on parle plutôt d'âge des arbres en relation avec les dendromicrohabitats. C'est un débat assez intéressant. Certes, tout le monde sait que l'âge et la grosseur sont reliés, mais que c'est fonction de l'essence, c'est fonction de la fertilité de la station, et surtout de la concurrence entre les arbres. Tout le monde sait aussi, tous les forestiers savent aussi, qu'autant la grosseur est une mesure rapide, courante, qu'on a l'habitude de faire tous les jours et qui est aisée à prendre, alors que l'âge est difficile à estimer, sauf quand on connaît bien l'histoire de la parcelle et qu'on est en majorité dans des peuplements équiennes. Ce qu'on sait maintenant, c'est que certains dendromicrohabitats, soit à évolution lente, comme les grosses cavités évolutives à terreau, soit qui sont dépendants d'événements assez rares, comme les fentes par exemple, sont plutôt liés à l'âge, alors que les dendromicrohabitats qui sont volumineux, ou qui sont dépendants de grosses charpentières, sont nécessairement liés, au moins en partie, à la grosseur de l'arbre. Et donc, on pense maintenant que âge et grosseur sont 2 variables complémentaires pour comprendre un petit peu les déterminants de la présence des dendromicrohabitats. Certains dendromicrohabitats semblent associés, aussi bien pour le sapin que pour le résineux. Alors, certaines associations sont assez intuitives. On s'entendait un petit peu à avoir une corrélation entre les bois sans écorce et puis les coulées de sève, par exemple, sur le même arbre. Par contre, certaines associations sont un peu plus dures à expliquer et on manque un peu d'éléments maintenant pour étayer des hypothèses. Par exemple, les cavités vides et les fentes sont significativement
associés, mais on n'a pas beaucoup d'explications à cela. Les bois morts, et en particulier les bois morts sur pied, les chandelles, jouent un rôle déterminant, en tout cas dans les haies sapinières, pour l'offre en micro-habitat. Pour le sapin, non seulement les chandelles portent plus fréquemment des dendrons micro-habitat que les arbres vivants, mais de surcroît, un certain nombre de dendrons micro-habitat sont quasi exclusivement liés aux chandelles de sapin. C'est le cas des fentes, sous forme d'écorce décollée souvent, et c'est également le cas des sporophores de champignons saproxyliques. Lorsqu'on a essayé de regarder quelle était la surface minimale qu'il fallait observer, en forêt toujours subnaturelle, pour avoir beaucoup de chance de pouvoir observer l'ensemble des types de micro-habitats que nous avions en magasin. Et on s'aperçoit que 10 hectares sont un strict minimum quand on veut avoir à la fois la diversité des types de micro-habitats sur le hêtre et sur le sapin. Et si on veut, entre guillemets, assurer le coup, c'est-à-dire être à peu près sûr d'avoir dans cet espace l'ensemble des dendrons micro-habitats parce qu'ils sont portés entre autres par plusieurs classes de catégories de diamètre, eh bien, on est autour des 20 hectares. On a regardé également, dans ces forêts non exploitées depuis longtemps, comment se distribuait l'offre en dendrons micro-habitat tout au long du cycle naturel, du cycle civigénétique. Et on remarque que même les phases de régénération, les phases initiales, offrent, en milieu naturel, en tout cas, ou subnaturel, offrent non seulement une densité de dendrons micro-habitat qui est non négligeable, mais quand on regarde la diversité des types de micro-habitats exprimés en pourcentage des types par placette d'observation, on s'aperçoit qu'il y a une variation. Et par exemple, en phase d'apogée, très logiquement, on peut observer par placette plus de 60% des types. Néanmoins, cette diversité est quand même représentée tout au long du cycle civigénétique. Qu'observe-t-on maintenant en forêt exploitée? L'exploitation, en fait, a un effet variable sur la densité totale de dendrons micro-habitats. Par contre, ça réduit, dans la plupart des cas, la diversité des micro-habitats, et ça change assez drastiquement parfois les proportions de différents micro-habitats. En effet, les dendrothelmes, les bois sans écorce, sont des dendrons micro-habitats qui sont favorisés par l'exploitation forestière, alors que de l'autre côté, les fentes, les cavités et également les sporophores de champignons lignivores sont des dendrons micro-habitats qui sont défavorisés largement, des fois complètement raréfiés, voire qui disparaissent dans les forêts exploitées. Dans tous les cas, on a une réduction du nombre d'arbres porteurs de dendrons micro-habitats. Ceci étant dit, là aussi, on s'est aperçu que cette réduction du nombre d'arbres porteurs des dendrons micro-habitats était plutôt sous dépendance de la sélection par le marteleur pour le feuillu, en l'occurrence le hêtre, et plutôt sous la dépendance de l'application, de la mise en œuvre d'un diamètre d'exploitation assez bas, et ça c'est plutôt le cas du sapin. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête l'exploitation? Sur nos dispositifs, on s'est aperçu que le stock de dendrons micro-habitats se refait très lentement, ou en tout cas beaucoup plus lentement que le stock de bois mort. Quelle relation maintenant entre ces dendrons micro-habitats et la biodiversité? Alors un petit point sur ce qu'on sait et ce qu'on sait moins bien. En fait, ce qu'on connaît le mieux, c'est les relations, la biodiversité qui est associée à ces dendrons micro-habitats à l'échelle du micro-habitat. Il y a pas mal de types de micro-habitats qui ont été assez bien étudiés. C'est le cas des dendrothelmes, c'est le cas des cavités athéron ou des cavités de piscidés, c'est le cas des sporophores et c'est le cas également du bois mort dans le houppier, par exemple avec les coléoptères. Ceci étant dit, quand on rentre un peu dans le détail, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les déterminants à l'échelle de l'arbre de ces relations d'endroits micro-habitat biodiversité, là c'est beaucoup moins clair. Il y a des études en cours qui nous éclairent fortement sur ce qui se passe. Et alors ce qu'on connaît le moins, c'est quelle est la contribution des dendrons micro-habitats à l'échelle du peuplement. Et ça pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a eu très peu de travaux sur la question, et d'autre part parce qu'il y a une probable redondance partielle entre les dendrons micro-habitats saproxyliques et les bois morts. Il y a également une méconnaissance assez forte sur quel est l'effet de la discontinuité spatio-temporelle de l'offre en dendrons micro-habitats sur la biodiversité associée à ces dendrons micro-habitats. Et également, il y a une probable relation de seuil, enfin en tout cas des effets de seuil,
avec des seuils critiques de densité de microhabitats qui mettent un peu de bruit un petit peu dans ces relations. Voilà donc quelques résultats. Avec les coléoptères saproxyliques, les dendromicrohabitats apportent, dans pas mal de cas, une contribution significative aux variations de la biodiversité des coléoptères saproxyliques. C'est le cas, par exemple, dans les forêts feuillues de plaine, pour les espèces rares de coléoptères saproxyliques dans les hêtraies dominantes, enfin des forêts dominées par le hêtre, et également, c'est le cas pour les coléoptères saproxyliques communs, dans les forêts de plaine qui sont dominées par le chêne. Ceci étant dit, souvent, on trouve que les déterminants qui ont plus de, enfin, on trouve deux déterminants qui ont plus de poids que la densité d'arbres porteurs des dendromicrohabitats, c'est la diversité du bois mort et c'est le degré d'ouverture. On a constaté également que, en tout cas pour les forêts de montagne, il semble avoir une relation entre l'effet bénéfique de l'augmentation du nombre d'arbres porteurs de microhabitats et l'effet sur et une relation entre cet effet donc du nombre d'arbres porteurs de microhabitats et la richesse spécifique des coléoptères saproxyliques avec le degré d'ouverture. Et par exemple, dans les pessières sapinières de montagne, on constate un effet bénéfique plus fort dans les peuplements fermés que dans les peuplements ouverts. Donc on voit qu'il y a des interactions avec des éléments comme l'ouverture du milieu. On a recherché des effets de seuil, parce que c'est pratique pour les gestionnaires, et on s'est aperçu qu'il y a en effet un certain nombre de seuils qui sortent, mais ces effets de seuil peuvent être sur une amplitude de nombre d'arbres porteurs de microhabitats assez grand, parce qu'on a mis en évidence, par exemple, que dans les pinèdes de plaine, il y avait un effet significatif sur la richesse spécifique des coléoptères saproxyliques au-delà d'un arbre à cavité à l'hectare, alors que le seuil qui explique une augmentation significative de la richesse spécifique des coléos dans les hêtraies de montagne est à 21. Il est intéressant de regarder également comment joue la discontinuité spatiale de l'offre en dendromicrohabitat. Et je prenais pour exemple les coléoptères cavicoles et également les coléoptères xylomycétophages, parce qu'il est connu qu'ils ont des faibles capacités de dispersion et donc il y a une influence forte sur les processus démographiques à l'échelle de l'arbre. Alors le graphique de gauche vous montre l'augmentation de la richesse spécifique de coléoptères xylomycétophages en relation avec le nombre de sporophores de Fomes fomentarius. Et on s'aperçoit qu'il y a un effet positif, nettement positif, de l'agrégation des sporophores de Fomes fomentarius sur le même arbre, sur la richesse spécifique des coléoptères associés à ces sporophores de Fomes fomentarius. Sur les graphiques de droite, qui prennent pour exemple deux coléoptères saproxyliques de grande cavité athéro, Limoniscus violaceus à gauche et puis Osmoderma eremita, on s'aperçoit que plus on s'éloigne d'une cavité occupée par l'espèce, plus le pourcentage de cavités occupées chute drastiquement. Et le pourcentage de cavités occupées est proche de 0 dès qu'on dépasse 200 mètres à peine de la cavité occupée la plus proche. Et donc il y a bien un effet positif également de l'agrégation en bouquet des arbres à cavité, en tout cas pour les coléoptères saproxyliques qui vivent dans ces grosses cavités athéro. Alors je vous ai présenté plein d'exemples sur les coléoptères saproxyliques. Ceci étant dit, on est en cours d'analyse d'une base assez conséquente au niveau national où on va utiliser 8 taxa supplémentaires dans une large gamme de types de peuplement et de contextes, et avec l'objectif au moins d'essayer de répondre partiellement à 3 questions. Mais quelle est la pertinence écologique de ces microhabitats à l'échelle du peuplement pour chacun des 8 taxons en plus des coléoptères? On va rechercher des seuils parce qu'on en a mis en évidence avec les coléoptères et donc on veut voir avec les autres taxa si ça marche un peu pareil. Et également, on va tester l'influence comparée de la densité de dendromicrohabitats avec la diversité des microhabitats. Parce que par exemple, pour le bois mort, en tout cas dans une certaine gamme de disponibilité en volume de bois mort, on s'est aperçu que la diversité des substrats bois mort était au moins aussi important que le volume total de bois mort disponible.
En perspective, il y a encore un besoin de recherche énorme sur au moins deux axes. Le premier, je pense qu'il faudrait mettre en place des dispositifs de spatialisation et de suivi temporel des dendromicrohabitats pour essayer d'une part de révéler des déterminants environnementaux de cette variance qu'on n'explique pas encore avec simplement le diamètre et l'essence, pour essayer de mieux comprendre le contexte et pourquoi pas certains mécanismes qui créent les microhabitats, pour essayer également d'essayer de chiffrer les vitesses d'évolution et donc les durées de vie de ces types de microhabitats, et également pour mieux connaître la distribution spatio-temporelle, pour des aspects de connectivité, dans les forêts naturelles, mais également est-ce qu'il y a une différence entre cette disposition spatio-temporelle dans les forêts naturelles et dans les forêts gérées. Et puis, on est persuadé qu'il faut continuer à mettre en place des typologies et à faire évoluer ces typologies avec des allers-retours constants entre les typologies qu'on emploie pour les décrire et pour les analyser, et puis la connaissance naturaliste qui progresse et qui nous donne des éléments tangibles sur les relations fines à l'échelle du microhabitat, en fonction également des résultats qu'on a sur la pertinence écologique à différentes échelles, et puis en multipliant les tests de l'effet observateur avec ces typologies. En conclusion, de façon très pratique, si on souhaite conserver une offre en dendromicrohabitat qui soit à la fois riche et diversifiée, dans les forêts qui sont naturellement mixtes, conservons la mixité, conservons des très gros arbres vieux, les chandelles. Quand on établit des îlots en libre évolution, faisons attention à la surface minimale de ces îlots, parce qu'on a vu qu'il fallait des îlots assez conséquents pour observer au moins la diversité des microhabitats, et on a des chiffres également sur la diversité du bois mort. Et puis surtout, anticipons les discontinuités spatiales et temporelles de l'offre en microhabitat, pour éviter de se trouver dans des moments très creux, parce qu'on s'aperçoit que ces discontinuités jouent terriblement sur la biodiversité observée actuellement. Merci.